Salut à tous, c'est Zerator et aujourd'hui on va parler d'As Far As The Eye sur Clubic. Je vais te le refaire parce qu'il y a eu un klaxon chez toi. Salut à tous, c'est Zerator et aujourd'hui on va parler d'As Far As The Eye sur Clubic. Zerator, Adrien, l'un des plus célèbres streamers de France. Avec lui, nous sommes revenus sur son dernier jeu, As Far As The Eye, sur son studio, Unexpected. Et puis nous avons parlé de sa vie de tous les jours, de sa vie de streamer, ce que ça incombe et puis ce que ça procure aussi comme plaisir et opportunité. Et l'interview, c'est tout de suite et c'est maintenant. Oui. Voilà. Je pense que c'est bon de mon côté. Alors, d'abord, une première question vraiment très générique, Zerator, pour toi. Ce jeu, comment il est né ? Comment il est né ce jeu ? Alors déjà, Unexpected, le studio lui-même a bientôt 5 ans. En fait, ça date, ça commence à dater toute cette petite histoire. On est passé par plusieurs phases, plusieurs projets, plusieurs tailles d'équipe. Et en faisant un premier projet, trop gros pour nous, trop gros pour nos ambitions, on a réalisé qu'il fallait qu'on fasse des jeux plus à l'image de la taille de notre studio et à l'image de ce qu'on aimait et ce à quoi on avait envie de jouer, tout en restant simple et voilà, et à la hauteur de nos ambitions, on va dire. Donc en gros, on a fait un premier projet qui s'appelait Dwarf, qui était un jeu en 3D sur un launcher qui était ni Steam, ni Epic, ni quoi que ce soit. On avait fait notre propre launcher. En fait, on a essayé de faire toutes les erreurs en même temps d'un jeu vidéo. C'était un party game sur PC, donc un genre qui est pas très joué finalement, un genre de Mario Party, tu vois, sur PC, mais sans le plateau, juste avec des mini-jeux. Donc en plus, il fallait coder plusieurs jeux dans le jeu, etc. Enfin bref, c'était une usine à gaz, c'était un truc assez complexe dans lequel on s'était embarqué, mais l'avantage, c'est que même si ça a été un échec commercial, ça a été un succès personnel et surtout très formateur pour les équipes. Pas formateur dans le sens où ils savaient pas faire leur métier, ils ont appris à le faire, mais ils ont appris à évoluer ensemble, on va dire, et à construire une très belle équipe qui aujourd'hui a pu faire As Far As The Eye. Et voilà, donc ça a été fait après l'échec commercial de Dwarf et après la fermeture des serveurs. On a commencé à travailler sur ce jeu-là. Donc dès le début, première réunion de brainstorming, on a testé plusieurs choses, on a discuté de ce qu'on voulait faire ensemble. C'est comme ça qu'est né le jeu en fait. Deuxième question bateau, tu vois, comme ça on commence bien l'interview. Est-ce que c'est un peu le jeu de la maturité, si tu veux? Est-ce que c'est le jeu de la maturité ? La maturité du studio, oui, je pense. On a vécu une enfance et une adolescence assez tumultueuses, effectivement, avec nos premiers projets qui n'ont pas été des succès, tout honnêtement. Mais en vérité, effectivement, une fois la maturité du studio atteinte, on a réussi à se fixer comme objectif de faire un jeu réaliste pour la dimension du studio. Et c'est comme ça qu'il y a eu As Far As The Eye. Et ça a été vraiment un bol d'air pour l'équipe. C'est 1 an et demi de développement. Donc le même temps que Dwarf, le jeu d'avant. C'est ça qui est assez rigolo quand on compare là où en étaient les deux projets après 1 an et demi de développement. C'est là qu'on voit que ça n'avait rien à voir et que l'équipe a beaucoup évolué, effectivement. Alors déjà, juste si tu peux nous dire, parce que je crois savoir que ça a plutôt bien démarré, au niveau vente, tout simplement. Ça a plutôt bien démarré. Ouais, tout à fait. En fait, en gros, on a eu la chance de monter en top vente Steam France pendant... le jeu est sorti un jeudi, et en gros, jusqu'au dimanche, on apparaissait dans les top ventes France, et le jeudi et le vendredi, on était dans les top ventes monde, dans les top 10, donc c'est un succès pas inespéré, parce qu'on savait que le produit était cool, sinon... on y croyait quand même un petit peu, pour être honnête, mais on pensait pas rentrer en top vente monde. On savait qu'évidemment, avec la puissance des réseaux, Zerator, les streamings et tout, en France, ce serait pas mal comme démarrage. Après, le problème, c'est de réussir à transformer l'essai, j'ai envie de dire. Le plus difficile pour un jeu qui est streamé, c'est pas de démarrer, c'est de se maintenir. Donc, on savait pas trop, une fois, les premiers jours de stream passés, comment ça allait se passer et tout. Et en fait, ça a été un tremplin qui a bien fonctionné et qui a permis de rentabiliser la production du jeu, sans parler de chiffres précis. Mais en gros, le jeu a remboursé sa production et donc on a touché notre premier euro au 4e jour des ventes du jeu. Donc ça, c'est quand même un gros succès pour nous et on s'attendait plutôt à le rentabiliser en 6 mois, 1 an en termes de vente, et on l'a rentabilisé au 4e jour de jeu. Même si à partir de maintenant, c'est vrai que il n'y a plus la promo, on n'est plus dans les top ventes Steam, donc effectivement la courbe elle est explosive, ensuite elle redescend beaucoup. Enfin, on est lucide sur le fait que le lancement est explosif et qu'après ce sera peut-être aux prochaines promos qu'on fera des ventes, mais là ça ralentit effectivement, parce qu'après ça reste un jeu solo, les gens, c'est pas un jeu sur lequel ils reviennent forcément, auquel ils parlent. Donc évidemment on est très content. Le fait déjà d'avoir remboursé la prod du jeu, c'est très nouveau pour nous.
Bon alors c'est bien que tu parles de promo puisque justement on va pouvoir faire un petit point promo. Donc le jeu est disponible, tu m'arrêtes si je dis une bêtise hein, bien sûr. Le jeu est disponible depuis le 10 septembre, tu disais justement que c'était un jeudi, donc ça doit être, c'est ça le 10 septembre. Donc il est dispo sur Steam, sur Epic Game Store et GOG aussi au prix de 20,99 €, je suis précis. Et puis aussi c'est cool hein, parce que ceux qui ont peur d'être un peu en rade d'espace sur leur disque dur etc. C'est je crois 2 gros gigas hein, il me semble quand je l'ai installé. Donc ouais, c'est très très rapide. C'est ça, c'est même un tout petit peu moins, je crois, mais ouais, en effet, on est pas loin des 2 gigas et le jeu tourne sur une charrette, comme on dit mes viewers. C'est un jeu qui est très léger, qui tourne sur des toutes petites machines, même si on n'a pas pour l'instant de version Mac et Linux, parce que c'est compliqué pour un petit studio de faire du portage sur beaucoup de plateformes et beaucoup d'OS. C'est quelque chose qu'on est en train de discuter, mais ouais, pour l'instant, c'est uniquement PC. Mais bon, si vous avez un Mac, vous prenez Bootcamp, vous démarrez Windows et vous jouez dessus, voilà. Voilà. Ouais. Faites un effort. N'hésitez pas. Alors, il y a aussi des packs supplémentaires, hein, notamment la bande-son. Je sais que j'ai vu pas mal de tweets qui sont sortis au niveau de la bande-son. Il y a pas mal de fans qui est signé Alexis Logier, si je dis pas de bêtises. C'est un peu ton Christopher Tin à toi, puisqu'on parlait de civilisation tout à l'heure. Donc, bande-son qui est dispo pour 8 €. Ça, la bande-son, juste aussi de manière très générale, on se rend pas compte à quel point ça peut être important aussi dans un jeu. Ouais, tout à fait. Surtout dans un jeu comme As Far As The Eye, qui est un jeu d'ambiance, en fait. En tout cas, au premier abord. Parce que souvent, les gens, quand ils regardaient les trailers, qui voyaient les images, en fait, il fallait absolument une musique qui colle bien. Alors, tu dis que c'est notre Christopher Tin, je pense qu'il sera honoré du compliment, effectivement. Mais ouais, la bande-son a tout de suite été remarquée par les joueurs. On voulait la vendre, nous, parce que déjà, ça permet de le soutenir lui, puisqu'en fait, toutes les ventes de bande-son, il touche 50% dessus. Donc déjà, c'est une manière de... il a été payé pour faire la musique, mais c'est une manière d'avoir en plus un billet pour pouvoir le rémunérer. Et elle est écoutable sur Spotify aussi. Donc voilà, en fait, quand on a commencé à voir les musiques qui s'intégraient au jeu, on s'est dit, quand même, je suis sûr qu'il y a des gens qui seront intéressés par la bande-son, qui vont vouloir aller plus loin avec ça. Donc on a tout de suite décidé de la mettre en vente pour soutenir l'artiste. Et en plus, de la mettre en écoutable sur Spotify pour que les gens puissent, je sais pas, travailler avec, faire du yoga. Il y a des ambiances très relaxantes dans ça. Et ouais, c'est évidemment une part très importante. Moi, je joue toujours dans les jeux vidéo avec la musique du jeu. C'est pas le cas de tout le monde, je sais. Il y a des gens qui veulent mettre leur musique perso et tout, je peux le comprendre. Mais parfois, ça donne une identité du jeu absolument exceptionnelle. Je pense notamment à Civilization, qui a une musique par civilisation. Mais aussi, par exemple, à Doom, qui est connu pour son sound design, qui est un jeu qui explose en termes de son, qui a l'un des meilleurs ingé-sons du jeu vidéo au monde. Donc, c'est clair que ça peut être extrêmement important et on voulait pas négliger ce point-là, donc c'est pour ça qu'on a fait ça. Alors j'ai regardé ton Twitch de présentation et t'as dit un truc qui m'a fait un peu marrer, c'est que t'as dit que c'est un jeu posé, c'est pas du tout un jeu à faire en prime time. Typiquement, s'il est 20h chez vous, ne jouez pas à ce jeu, c'est plutôt un jeu d'après-midi, de nuit, de matinée. Ah ouais, c'est vrai. Donc est-ce que tu as des petits conseils du coup pour ceux qui nous regardent, les gamers ou juste les lecteurs de Clubic, et leur dire à quel moment en fait on peut jouer à As Far As The Eye comme ça, à ce jeu d'ambiance? Quel est le moment propice dans la journée selon toi? En fait, en gros, je parlais de ça parce que y a beaucoup de streamers, tu sais, qui sont très dynamiques et qui voulaient jouer au jeu à l'ouverture de leur live à 19h30 et tout. Et souvent, je sais qu'ils se disaient, ok, c'est vraiment chill, quoi. Donc, je leur disais, ouais, c'est pas un jeu de prime time, c'est pas un jeu que tu fais à 20h pour exciter la populace, pour faire une émission de divertissement. Non, en gros, c'est un jeu calme dans lequel il faut pouvoir expliquer, il faut que les gens puissent se poser et tout. Donc, moi, je conseille peut-être le matin ou alors début d'après-midi. Ou alors fin de soirée, voire début de nuit. Mais évidemment, moi, mon moment préféré, c'est la nuit pour jouer à As Far As The Eye. Mais quand je dis la nuit, c'est pas quand le soleil se couche, c'est encore un peu plus tard, quand les enfants sont couchés, que même certains adultes sont couchés. Là, je pense que c'est l'idéal. Et d'ailleurs, j'en ai pas mal fait en nocturne déjà, du As Far As The Eye pour endormir un petit peu les gens. C'est la berceuse, tu vois. Ouais. Allez, on attaque avec la deuxième partie et on va parler de ton studio, bien entendu, Unexpected. C'est parti. Alors, on parle d'Unexpected, qui est ton studio fondé, là aussi, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, il y a environ 5 ans. Oui, exactement. Et qui est basé, où tu es basé toi, à Montpellier. Montpellier, qui mine de rien est une terre de jeux vidéo, on s'en rend pas trop compte, mais... C'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es satisfait de ce qu'il est devenu ou, évidemment, par la définition dans la vie, on est quand même assez ambitieux. Est-ce que tu ambitionnes
encore plus pour le studio? Moi, de toute façon, quand j'ai fondé Unexpected, donc c'était en novembre 2015, c'était avec beaucoup d'ambition, mais en même temps pas trop une idée de ce que c'était en réel. Donc on a un peu sauté les pieds dans le plat. À la base, on était une toute petite équipe puisqu'on était 3. Il y avait une chef de projet, un développeur, un graphiste, et en plus en télétravail. On n'avait pas encore pris des locaux. Et très vite, on a réalisé que c'était très difficile de travailler en télétravail pour plein de raisons. Et on a monté une équipe à Montpellier le lendemain, pas le lendemain, l'année d'après, pardon. Avec voilà, des bureaux, etc. Qu'on a pris pour situer l'équipe. Est-ce que je suis content ? Ben ouais, je suis très content. Alors, effectivement, financièrement, ça a été très difficile. Le studio est passé par plusieurs phases. Au début, c'était presque du mécénat que je faisais moi-même en alimentant le studio. Et après, on a réussi à commencer à avoir des aides. Donc il y a le CNC notamment, il y a alors je vais pas dire des aides mais un éditeur. En fait en gros le CNC plus un éditeur, ça a été la deuxième partie en termes de financement où l'activité Zerator a du coup moins financé Unexpected, mais toujours un petit peu pour faire un petit peu cette espèce de continuité. Et là pour la première fois dans l'histoire du studio, donc après 5 ans après le début après la fondation du studio, le studio devient indépendant financièrement. Donc ça c'est une super chose parce que on peut continuer l'aventure et surtout sans se prendre la tête sur le financement avec la suite. Donc c'est un bol d'air pour les équipes, un bol d'air pour moi parce que j'aime bien le fait que le projet prenne son envol et s'auto-gère en fait. Donc je trouve ça vraiment super, même si ça veut pas dire qu'on va pas encore se servir d'éditeur ou de crédit impôt jeux vidéo ou du CNC, parce que c'est des choses qui existent et qui peuvent vraiment aider les studios à vivre. Il n'y a pas que nous, c'est colossal dans le monde du jeu vidéo et il y a beaucoup de jeux qui n'existeraient pas sans ça. Donc ouais, j'en suis extrêmement content. Après, est-ce que j'ai plus d'ambition ? Bah oui, moi j'ai un problème, c'est que je suis un peu éternel insatisfait. Donc j'ai plein d'idées. On a des choses assez précises en tête sur ce que pourrait devenir Unexpected dans 1, 5, 10, 20, 30 ans, selon comment ça se passe pour les jeux. Mais tout ça sans mettre la pression à qui que ce soit. En fait, c'est des discussions avec les équipes, c'est très cool et c'est évidemment en fonction de ce qui se passe pour le studio, bien sûr. Est-ce que de créer des jeux vidéo comme ça, évidemment tu baignes dans le jeu vidéo depuis des années, ça tout le monde le sait, mais est-ce que c'était un rêve de gosse pour toi ou est-ce que en fait, au fur et à mesure de ta vie de streamer, ça s'est transformé en opportunité ? Tu t'es dit, mince, si je créais mon jeu au final ? Honnêtement, c'était beaucoup plus une opportunité qu'un rêve de gosse. Moi, je l'avais dit quand j'avais monté Unexpected, les gens me disaient « Ah ouais, c'était ton rêve, faire des jeux vidéo !» Vraiment pas, enfin pas. Disons que c'est un truc qui m'a toujours passionné, mais j'ai toujours beaucoup plus aimé jouer que quoi que ce soit d'autre. Et moi, j'avais aucun talent dans la création de jeux vidéo. Enfin, j'ai fait un peu de level design grâce à Trackmania, on va dire. J'en ai même fait beaucoup finalement, parce que j'ai réalisé que j'avais fait quasiment 500 maps depuis que le jeu existe. Donc c'est presque du level design. J'ai quelques notions de développement, quelques notions de graphisme, mais pas du tout de quoi être un professionnel dans le domaine. Pas du tout, vraiment pas du tout. Et en fait, c'était vraiment une opportunité. On s'est retrouvés avec la chef de projet du studio actuel qui s'appelle Lauriane. On était en vacances avec plein de potes ensemble, dont elle. Et elle venait de quitter Ubisoft. Et en gros, je lui disais, aujourd'hui, c'est quoi créer un jeu vidéo ? Donc c'était en 2015, faut se remettre dans le contexte. J'étais en train de quitter Eclipsia, le studio chez lequel j'étais. Enfin, je venais de quitter Eclipsia en termes de web TV. Et je m'étais mis en indépendant depuis 6-7 mois. Et je voyais que ça marchait plutôt bien. Et que j'avais amassé un peu d'argent. Et je lui ai dit, c'est quoi aujourd'hui créer un jeu vidéo ? Et elle me disait, tu sais, aujourd'hui, tu peux le faire avec 3-4 personnes. Ça peut se faire et tout. Et c'était un peu un pari fou. Je lui ai dit, tiens, vas-y, on essaye. Toi, t'as plus de taf, moi j'ai un peu de moyens, c'est un truc qui me ferait bien marrer, j'aimerais bien qu'on essaye de faire ça, commençons en télétravail et si ça marche bien on fait à Montpellier. Et elle tout de suite elle était en mode non mais attends, c'est un pari fou, tu te rends compte, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut démarrer, prenons plus de pincettes et tout, je sais pas quoi. Et donc je lui ai dit non mais vas-y essayons quand même et on y est allé et voilà on est là aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est vraiment parti d'une discussion un soir où on réfléchissait et puis je dis vas-y go et go, ça s'est fait comme ça. Est-ce que tu as ne serait-ce que l'idée déjà d'un prochain jeu ? Honnêtement on a plusieurs idées, on n'est pas encore en train de travailler dessus, c'est-à-dire que en gros là ce qui se passe c'est qu'on a fait sortie d'As Far As The Eye, debug et patch. Là on va organiser une petite compétition sur As Far As The Eye, rien de bien méchant, il ne s'agit pas d'e-sport et de streaming, mais une petite compétition pour les gros tryharders du jeu. Et après en gros le suivi d'As Far As The Eye va durer quelques semaines / mois. Et après, on se fixera sur autre chose. Après, une période de vacances pour les équipes aussi qui doivent se reposer. Parce que là,
juste avant la sortie du jeu, bah, même si on parle pas de crunch comme on peut voir dans les grands studios, c'est quand même des périodes un peu stressantes où à l'approche de la sortie d'un jeu, même eux, ils veulent toujours peaufiner encore plus de trucs, déployer des patchs la veille et tout. Donc non, pour l'instant, il n'y a pas d'idée précise de qu'est-ce qu'on va faire comme autre jeu, il n'y a pas un titre qui est posé. Par contre, on a évidemment déjà plein d'idées, même avant As Far As the Eye, en fait, on avait fait des genres de gros brainstorming où on avait plusieurs idées en tête, donc on va travailler là-dessus. Alors un petit mot donc de The Event qui pour celles et ceux qui l'ignorent est donc un stream, vous êtes plusieurs streamers qui lèvent des fonds pour une association avec je crois, je ne sais pas si vous l'avez toujours mais je sais que vous l'avez eu au moins à un moment donné, le record d'ailleurs de dons levés sur Twitch avec 3,5 millions d'euros, ce qui est énormissime. Est-ce que cette année, malheureusement, c'est tombé à l'eau et est-ce que tu as déjà des perspectives sur l'année prochaine ou malheureusement, à cause du contexte, est-ce que c'est toujours incertain? Alors en gros, c'est un secret de Polichinelle qu'on essaye tous les ans d'organiser un The Event maintenant parce que c'est quelque chose qui nous plaît et qui plaît aux gens et qui plaît aux gens qui participent. Donc ça plaît vraiment à tout le monde. Mais effectivement, avec le contexte actuel, c'est très compliqué. Néanmoins, on essaye quand même encore de faire quelque chose, même si on peut rien annoncer parce que rien n'est fait. On hésite encore sur plein de points, notamment sur comment le faire, où, etc. Moi, il y a un truc que j'ai pas trop envie de faire, c'est de le faire en ligne. Je pense que c'est pas vraiment opportun et c'est aussi la force du truc qu'on soit tous ensemble, etc. Donc voilà, moi je dis toujours aux gens qui regardent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, là on est à 1 an quasiment pile du dernier The Event, donc forcément les gens ils y repensent, ils voient le truc. J'ai même fait un tweet récemment en disant voilà, il y a 1 an vous leviez 3,5 millions d'euros pour l'Institut Pasteur, c'est fou et tout. Et forcément beaucoup de gens me le demandent, donc moi je leur dis écoutez, ce que je peux vous dire c'est que tant que c'est pas annoncé, il se passera rien. Et voilà, et c'est tout en fait. En fait je peux juste dire ça parce que si à un moment on sent qu'on peut le faire, qu'on a envie de le faire, que c'est possible dans le contexte qu'on peut faire malgré tout, etc., on le fera. C'est un peu la seule réponse que je peux donner parce que c'est la seule vérité qu'on a à propos du contexte actuel sur The Event 2020. D'accord, ok. Alors on entame la dernière partie et cette partie c'est la tienne, Zerator. Voilà. Alors Adrien, question toute bête, hein, vraiment, mais pour ceux qui aimeraient remonter un peu, on va dire, à la genèse de ton histoire, brièvement, comment t'es tombé dans le jeu vidéo, tout simplement, et qu'est-ce qui t'a fait aimer le jeu vidéo? Je suis tombé dans le jeu vidéo grâce à mon frère qui a 15 ans de plus que moi, donc c'est beaucoup. Et en gros, quand j'avais effectivement de 5 à 8, 9, 10 ans, forcément lui il avait, ça commençait à avoir les premières consoles, ça commençait à avoir les premiers ordinateurs. Donc moi j'étais à côté avec des étoiles dans les yeux comme ça, les gros yeux, en train de regarder mon frère qui était devenu mon idole à cette époque et qui était voilà le symbole de la vie libre, de la passion du jeu vidéo et de tout ça. Donc ouais, je suis vraiment tombé dedans comme ça. Et après, on a eu un ordinateur familial à la maison avec un planning où tout le monde pouvait s'en servir au fur et à mesure parce qu'on est une famille nombreuse, on est 6, donc enfin 6 en comptant les parents. Et voilà, donc c'était quelque chose de top. Après, j'ai eu des amis qui se sont liés à ça pour jouer aux jeux vidéo. J'ai grandi dans les années 90, donc j'ai été bercé par Blizzard à la bonne époque, par évidemment Nintendo, par évidemment les Square Enix, les Final Fantasy 6, 7, 8, donc les Diablo, Warcraft, Starcraft, Counter-Strike. Ça a été vraiment ça, l'enfance / adolescence. Et après, de fil en aiguille, effectivement, il y a eu World of Warcraft au lycée, qui a été un gros tournant dans ma vie de joueur et dans ma vie tout court d'ailleurs. Mon esprit s'est beaucoup focalisé sur ce jeu, mais pas au point de complètement faire du décrochage scolaire. J'ai quand même réussi à avoir mon bac, j'ai réussi à avoir un bac plus 2, ce qui est pas dingue, mais qui était quelque chose. Et voilà, et après, j'ai fait de l'alternance pendant mon BTS, mon bac plus 2, et à la sortie de mon alternance, j'ai quasiment tout de suite commencé le streaming, puisque c'était en 2012, si je ne m'abuse, et on avait chez Millennium à l'époque une boîte qui voulait m'embaucher en CDI parce que j'avais pendant 2 ans fait du streaming de chez moi, bénévolement, par passion, tout simplement parce que j'aimais bien ça, sans se douter une seule seconde que ça allait ramener de l'argent, et ça a fini par être un métier qui pouvait me rémunérer. Donc je suis tombé là-dessus. Donc voilà l'histoire du jeu vidéo est tombée dans le streaming après, voilà. Ok. Alors je vais pas dire que tu n'es pas un grand amoureux des grands jeux, justement, des gros titres, mais on va dire que tu as un vrai attachement aux jeux plutôt plus confidentiels, aux jeux indés. Ça, c'est
Ça, c'est un truc qui est intéressant chez toi. C'est une facette intéressante, je trouve. Bah, je suis pas du tout un joueur de triple A, mais c'est pas du tout un choix. C'est parce qu'en fait, ça m'intéresse vraiment moins. J'ai fait néanmoins quelques triple A, bah, notamment World of Warcraft, qui finalement en est un. J'ai fait quelques Far Cry, j'ai fait Doom, j'ai fait. Mais c'est vrai que j'ai pas fait toutes les grosses licences de triple A. Déjà parce que je suis moins client du jeu solo, pour être tout à fait honnête. Et les gros AAA sont très solo. Enfin, je pense notamment là, comme ça, à, je sais pas, Skyrim, Watch Dogs, Assassin's Creed, je sais pas, des choses comme ça, des jeux un petit peu solo, des gros jeux solo. Les jeux multi AAA m'intéressent moins. Je pense à FIFA, je pense aux gros jeux Nintendo, etc. Donc c'est pas forcément par choix, c'est plus par goût et aussi parce que le AAA invente beaucoup moins qu'il y a longtemps. Je trouve que la plupart des innovations du jeu vidéo se retrouvent dans le jeu indépendant et ensuite sont mises dans le jeu AAA. En fait, je trouve qu'on est dans une période où le AAA stagne un peu. Pour les plus gros titres, bien sûr. Hein. Tous les grands AAA ne stagnent pas. Mais il y a vraiment certains studios qui se sont reposés sur leur licence et leur laurier et qui, avec ça, alimentent une machine qui se mange elle-même, en fait, tellement c'est... On a l'impression qu'on prend les mêmes moteurs, le même mode de gameplay, les mêmes machines, et qu'en fait, on a juste changé l'histoire et l'environnement. Donc, c'est un peu dommage, je trouve. Et c'est pour ça que je trouve ça un peu insipide. Voilà, je trouve parfois les jeux AAA un petit peu insipides. Néanmoins, ça m'a pas empêché de faire des jeux incroyables. Récemment, j'ai fait Death Stranding, qui est le gros AAA que j'ai fait il y a pas longtemps, que j'ai trouvé exceptionnel. Et d'ailleurs, j'avais pas joué à un AAA depuis très longtemps. J'ai trouvé ça magnifique. Et c'est le premier truc que j'ai dit en live. J'ai dit, ah mais moi, j'ai pas l'habitude de jouer aux jeux beaux. Donc ça me faisait vachement bizarre. Enfin, quand je dis beau, c'est photoréaliste quasiment. Les paysages de Death Stranding, moi, ça m'a vraiment coupé le souffle. C'était incroyable de voir ça. Je savais même pas si on était dans une cinématique ou en jeu. Et quand tu vois ton personnage arriver dans une cinématique et qu'en fait, c'est le moteur du jeu, moi, j'étais là, waouh, c'est fou. Et ça faisait longtemps que ça m'avait pas mis une claque graphique comme ça. Après, c'est aussi normal, je suis moins client de ces jeux-là, donc forcément. Alors, toi, t'es plus PC, mais tu parlais justement de la stagnation des gros studios. Est-ce que tu attends quelque chose de particulier des Xbox Series et de la PS5, ou pour toi, bah, ce sera pas vraiment une révolution, quoi. Ce sera juste dans la continuité du truc Alors pour moi personnellement ça changera pas grand chose et d'autant que moi honnêtement je vais pas commencer à dire quoi que ce soit sur les consoles parce qu'honnêtement c'est pas mon domaine et je connais pas grand chose sur le sujet, mais j'ai l'impression, en tout cas vu de loin, j'ai l'impression que les consoles sont de plus en plus des PC en fait. Là la Xbox qui va sortir, on dirait vraiment un PC. Alors la PS5 moins, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus l'impression qu'on a des PC avec un branchement USB pour une manette, quoi, ou un branchement sans fil, effectivement. Je trouve qu'on a de moins en moins de plus-value sur la console. En fait, avant, il y avait des choses qui étaient une plus-value, le périphérique, le fait d'avoir le canapé pour jouer ensemble et tout. Aujourd'hui, la console, c'est quelque chose qui est redevenu très solo. Les manettes sont plus un argument parce qu'elles marchent la plupart sur PC. Donc, le seul argument qu'a la console, c'est l'exclusivité des licences. Et en fait, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de se dire, ben voilà, aujourd'hui, pour acheter un jeu à 80 balles, je vais devoir me payer une machine à 400. Donc en fait, j'achète un jeu 480 €. Alors que bon, le truc des Xbox Play Anywhere, typiquement, quand t'as une exclu Xbox et qu'en fait, elle est sur Windows, bah du coup, t'as pas besoin de racheter un périphérique. Donc voilà, je trouve ça dommage. Donc je trouve ça triste que les consoles soient devenues juste de l'exclusivité. Il y a que le grand Nintendo qui arrive encore à innover, je trouve, dans la console. Et d'ailleurs, la dernière console que j'ai achetée, c'est une Switch. Parce que voilà, tout est toujours très différent chez Nintendo. Ils osent des choses que personne ne fait. Ils ont sorti une console portable. T'as 2 Joy-Con. La manette est très bizarre par rapport à n'importe quelle manette d'Xbox ou de PlayStation qui sont toujours un petit peu les mêmes depuis des années avec quelques améliorations. Mais quand tu compares une manette de Wii et une manette de Switch, bah clairement, elle est très 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 différente, même si elles se tiennent dans une main. Donc voilà, donc je trouve que Nintendo, c'est un peu l'indépendant des gros studios de consoles. Je trouve qu'ils osent des choses. Ils osent encore des choses. C'est un peu ce que je reproche à des studios comme Ubisoft et Blizzard qui, je trouve, osent moins avec leurs grosses licences maintenant. Vraiment, je trouve qu'on est dans une bonne période Nintendo et pour Sony et Xbox, bah Xbox c'est considérable. Hein. Là récemment, on est dans l'actualité pure. Ils ont racheté Bethesda qui va intégrer le line-up Microsoft. En plus, ouais, c'est considérable. Je trouve ça énorme. Alors à voir comment ça va se symboliser. Mais là, l'offre du Game Pass, qui n'est pas lié à la console, l'offre du Game Pass devient quand même assez grosse. Hein. On est vraiment en train d'entrer dans le Netflix du jeu vidéo, ce qui était pressenti par toute l'industrie depuis une dizaine d'années. On savait, en fait, depuis que Steam existe,
On s'est dit, un jour, il y aura un abonnement Steam qui nous donnera accès à tout le catalogue. Bon, ils n'ont jamais osé parce qu'ils n'ont jamais eu de concurrence. Maintenant que ça arrive avec le Game Pass, si un jour Steam veut mettre un grand coup dans la fourmilière, il dit, bah voilà, pour 40€, vous avez accès à tout le catalogue Steam. Ça fera mal, ça fera très mal. Ou alors, si c'est pas tout le catalogue, ce sera peut-être, je sais pas, 1000 jeux. Donc, bref, il y a encore des choses possibles. Il y a l'Epic Game Store qui est là aussi. Donc c'est une bonne période pour le consommateur. Il y a beaucoup de concurrence et les offres se multiplient, donc c'est bien. Honnêtement, quand on a commencé à entrer dans les Netflix et compagnie, enfin, on a quasiment... Enfin, moi je connais plein de gens, dont moi, qui avaient anticipé ce qu'est le Game Pass aujourd'hui. Donc le modèle de tu payes un abonnement, tu as accès à un catalogue, c'était assez facilement anticipable. Par contre, je pensais vraiment que ce serait Steam les premiers à le faire. Et je pensais qu'à la sortie du Game Pass et de Stadia et compagnie, on aurait vraiment Steam qui réagirait. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc bon, ils doivent estimer que pour l'instant, ils gagnent encore plus d'argent avec ça, ce qui est sûrement le cas. Ça, c'est pas moi, je suis pas bien placé pour le dire. Mais après, imaginez un modèle suivant. Est-ce qu'on va se déporter vers la console, le canapé ? Non, c'est très difficile évidemment de dire ça. Les consoles, ça reste considérable. Hein. J'ai dit, moi, je disais personnellement, je trouve que le plus-value d'une console, c'est l'exclusivité. Mais il y a d'autres plus-values. Typiquement, tu n'as pas à gérer tout l'OS, tout ce qui est avec le système d'exploitation, etc. Ça marche tout de suite. T'as pas à faire évoluer ton PC ou quoi que ce soit. Parce que moi, je suis là-dedans. Mais en fait, voilà, les deux plus de la console, c'est le matériel qui ne bouge pas et qui va pas faire bugger tes jeux, puisque normalement tout le monde joue sur la même plateforme, et l'exclusivité. Bon, le premier argument n'en est pas un pour moi, parce que je suis dans l'informatique depuis longtemps, donc c'est pour moi personnellement pas un argument, mais je comprends que ça en soit un pour quelqu'un qui veut juste jouer à des jeux vidéo et qui s'en fout du reste. Donc est-ce qu'on va se déporter vers le PC ou les consoles ? J'en sais rien. En réalité, les deux sont possibles. La vraie vérité, je pense, c'est qu'on va très probablement se faire attaquer beaucoup plus par le mobile encore dans les années à venir. Moi, c'est pas du tout une plateforme sur laquelle je joue ou que j'utilise pour autre chose que travailler, en tout cas dialoguer, on va dire, genre mail, conversation instantanée ou quoi que ce soit. Mais force est de constater que la jeune génération aujourd'hui, elle joue sur mobile ou avec le micro-casque sur un PC parce qu'elle a accès à beaucoup plus de choses avec un Game Pass et tout. Donc voilà, moi ça me fait un peu peur les grosses consoles PlayStation et Xbox, parce que j'ai l'impression que les jeunes ils sont soit sur un PC en train de jouer à Fortnite ou que ce soit sur mobile en train de jouer à plein de petits jeux, ou alors Fortnite, enfin plus chez Apple, mais effectivement ça m'a l'air en fait je trouve ça compliqué maintenant quand t'es un jeune de se dire j'ai le mobile, j'ai la console, j'ai le PC. En fait, la console apporte trop peu de choses par rapport au mobile et au PC qui, eux, peuvent développer une galaxie de services et de jeux énormes. Alors que la console, elle a qu'une manette, elle a que certains jeux et c'est tout. Ok, elle peut regarder des films à la limite, mais je veux dire, la console paraît plus faible que le mobile et le PC qui, eux, ont vraiment une galaxie de services hallucinante. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Je suis pas en train de dire les consoles vont mourir au profit des deux autres, pas du tout. Juste... si j'étais un constructeur de consoles, je me poserais la question, voilà, il faut que les consoles deviennent plus que ce qu'elles sont actuellement. Et elles sont en train de le devenir, hein, elles proposent aussi des services, donc on verra. Alors un petit mot de la Trackmania Cup, que tu as fondée donc en 2013 de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. 2013, donc bon, malheureusement l'édition 2020 a été annulée en physique. Elle devait avoir lieu en plus dans un endroit un peu mythique, c'est-à-dire Paris-Bercy, enfin la Accor Hotel Arena. Donc normalement c'est prévu pour 2021, toujours avec l'incertitude du Covid, donc on va pas se prononcer là-dessus évidemment, mais juste sur ce qu'est devenu la Trackmania Cup en quelques années, c'est un truc de fou, parce que l'année dernière par exemple tu étais au Zénith à Strasbourg. Déjà rien qu'à animer, ça doit être assez incroyable. Ah, c'est une expérience de fou. Honnêtement, j'ai fait très peu de choses comparables dans ma vie, même rien. C'est un truc de fou. Mais ce qui est fou, c'est surtout l'évolution, effectivement. Parce qu'en fait, et moi, comme j'explique toujours, quand je monte sur une scène de Trackmania Cup, il n'y a pas de stress, il y a très peu de track. Parce qu'en fait, je connais le sujet, je connais les courses, je connais les joueurs, je connais le jeu, je connais les équipes avec lesquelles je travaille sur le truc du spectacle. Donc... en fait, c'est vraiment un événement comme à la maison, sauf qu'en fait, tout le monde en profite, il y a un public, on est transporté par l'énergie du truc et par la fougue de la foule, etc. Donc c'est vraiment exceptionnel. Honnêtement, c'est indescriptible et c'est toujours incroyable de vivre ça, même la préparation du spectacle, l'avant, l'après, au-delà du pendant, je veux dire. Et c'est vraiment trop bien. On a fait trois premières éditions online et ensuite 4, 5, 6 en... Je suis en train de regarder les casquettes pour me rappeler des chiffres. C'est incroyable de voir qu'il y a toujours plus d'engouement, de voir que les gens se déplacent pour ça et en plus adorent le truc.
Moi, j'ai jamais vu quelqu'un assister à une Trackmania Cup et sortir et dire ah ouais, ok, je pensais pas que c'était comme ça, ou je suis un peu déçu, etc. Au contraire, j'ai très souvent des gens, même des accompagnateurs qui viennent, je sais pas, des gens qui viennent avec leurs copines, des gens qui viennent avec leurs copains, ou des gens qui viennent avec leurs enfants et qui honnêtement viennent parce qu'ils ont accompagné quelqu'un qui voulait voir le spectacle et qui me disent ah ben franchement je pensais m'ennuyer pendant 3-4 heures parce que c'est quand même 4 heures de spectacle, c'est hyper lourd hein, pour dans une salle, c'est un concert, c'est jamais 4 heures. Ils me disent ah ben franchement je pensais m'ennuyer et franchement j'ai adoré le truc, c'était vraiment top, bravo, etc. Donc ça c'est un super compliment de réussir à plaire à des gens qui sont pas du tout intéressés au truc parce que c'est très facile à comprendre la compétition, donc c'est vraiment trop cool. Sur le métier de streamer en général, toi, comment tu le vis en fait au quotidien? Comme ça, comment tu vis la notoriété, comment tu vis les obligations aussi, mine de rien, que tu as par rapport au stream que tu dois assurer chaque semaine, etc. Comment tu vis cette vie? Et puis surtout, on peut aussi préciser qu'aujourd'hui, c'est devenu un véritable métier pour beaucoup. Et c'est un peu pour tordre le cliché du, tu sais, ma grand-mère sait pas ce que je fais, elle croit que je fais rien, ma voisine croit que je travaille pas, etc. Enfin, tu vois, ce genre de réflexion, quoi. Comment tu vis tout ça, toi? Honnêtement, je sais pas ce que diraient les gens qui font ce métier comme moi, mais moi je m'en fiche un peu. En fait, pour moi c'est pas important d'avoir de la reconnaissance du métier. En fait, quand les gens me disent ouais tu fais quoi et tout, si j'arrive, en fait je m'adapte déjà à l'interlocuteur que j'ai en face de moi. Donc si c'est vraiment quelqu'un qui connaît rien mais qui a quand même vu une vidéo dans sa vie, je lui dis que je suis youtubeur. Et voilà, et comme ça. Voilà. Et après s'ils veulent en savoir plus, tu vois, je continue le dialogue. Mais si c'est juste du small talk. Voilà, comme quelqu'un me dirait je suis comptable, je vais pas lui dire ah ok mais comptable quoi, tu fais du social, c'est quoi exactement et tout. Ouais. Voilà, donc là pareil, je dis bah voilà je suis youtubeur, bon voilà. Après si quelqu'un est un petit peu plus geek ou connaît la nouvelle technologie, et ben je vais lui dire bah je fais des lives sur internet, je me filme en train de jouer à des jeux vidéo, il va dire ah ouais mais sur quoi, sur Twitch, ah tu connais Twitch, ok bon bah voilà je fais ça et tout. Moi je dis toujours on n'a pas besoin des grands médias ou de la reconnaissance globale pour avancer. En fait, tant que j'arrive à faire les trucs que j'ai envie de faire, moi, ça me va très bien. Tu vois, c'est comme les gens. Ça rejoint un peu la question où les gens me disent souvent t'es pas trop déçu, la Trackmania Cup, ça fait que 100 000 viewers, alors qu'il y a des lives en France qui font 200 000, 300 000 avec moins de moyens et tout. T'es pas trop blasé de mettre autant d'efforts. Et en fait, moi, je leur dis toujours le principal objectif de la Trackmania Cup, c'est que la salle soit pleine. Et le reste, c'est du bonus. Et c'est du bonus qu'on assume, c'est-à-dire qu'on fabrique aussi le spectacle pour que ce soit diffusé sur Twitch. Donc on prend en compte ça et on le fait aussi pour les gens en ligne. Mais je veux dire, le truc c'est que nous, la Trackmania Cup, il y a 2 objectifs. 1, qu'elle soit financée. 2, que la salle soit pleine. Et après, il faut juste se faire plaisir et arriver à faire le spectacle le plus cool possible. Donc non, on n'est pas à la recherche du viewer. D'ailleurs, si je voulais vraiment avoir beaucoup plus de viewers, déjà je jouerais pas forcément au jeu auquel je joue actuellement. Et aujourd'hui, il y a des recettes faciles pour faire beaucoup de viewers sur Twitch, surtout quand t'es déjà mis en place dans le système. En gros, moi je fais partie des gens qui ont la chance d'être dans le top des streamers aujourd'hui en termes de vues. Et en fait, je pourrais monter vachement dans ce classement-là, déjà en streamant plus, et en streamant des jeux de ce que j'appelle la méta Twitch, ou des choses de la méta Twitch qui voilà, sont beaucoup plus regardées par les gens, mais j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux, donc je le fais, et financièrement, ça se passe aussi bien, donc voilà, c'est comme ça. Je pense que c'est ce qui compte, le principal en tout cas. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Zerator, Adrien, merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup pour l'interview. C'était super cool en tout cas. Écoute, on te souhaite plein de belles choses pour la suite et puis on rappelle que As Far As The Eye est dispo bien sûr sur les plateformes et donc on te souhaite bon courage et bonne chance surtout avec le titre. Merci beaucoup. Salut, bye bye.